Bonsoir, un grand merci à vous de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la parentalité. Je m'appelle Paul Samanos, je suis administrateur bénévole de l'association Grandir d'un monde à l'autre, une association, comme vous le savez peut-être déjà, qui est basée à Rezé, près de Nantes, et qui a pour objectif de sensibiliser le public à la différence, avec un focus particulier sur le handicap. Pour atteindre ces objectifs, nous agissons de trois façons. D'abord par le biais d'actions culturelles, en particulier des ateliers d'écriture, mais également grâce à des événements, par exemple des ciné-débats autour de documentaires que nous produisons, et puis des colloques, qu'ils soient en présentiel ou en ligne comme ce soir, autour des thématiques liées au handicap. Enfin, par le biais des activités d'une maison d'édition qui s'appelle donc les éditions d'un monde à l'autre et qui dispose d'un catalogue d'une petite quarantaine de titres, tous consacrés à l'éducation à la différence. Il y a donc des albums jeunesse, des romans, des bandes dessinées ou des livres de témoignages. Je vais d'ailleurs, pour ouvrir cette soirée, passer la parole à une collègue administratrice bénévole qui s'appelle Myriam et qui va vous lire des extraits d'une de nos dernières publications intitulée Magnitude, qui évoque le bouleversement que représente dans une famille la naissance d'un enfant porteur de handicap. Voilà, je vous souhaite la meilleure des soirées. C'est à toi, Myriam. Mon regard se porte loin devant. Se déroulent sous mes yeux les scénarios des vies futures, hors normalité, inconnus et effrayants. Espérer l'autonomie pour toi, érodé par la peur d'une dépendance à vie. Merci beaucoup Myriam, merci. Donc bienvenue à tous et toutes dans ce webinaire ce soir par l'association Grandir d'un monde à l'autre, comme vous l'a expliqué Paul. Donc on a 6 intervenantes ce soir, et on a plein de participants, là j'arrive plus à suivre. Donc la soirée est enregistrée, comme je vous le disais. On doit terminer vers 20 h au plus tard. Peut-être que ça débordera un petit peu, mais vous êtes tout à fait libre de partir quand vous voulez. C'est l'intérêt du webinaire. On va faire d'abord un petit échange qu'on a pu préparer avec les différents intervenants, intervenantes. Et je vous propose, si vous avez des questions, soit vous les gardez pour vous et vous les poserez dans une deuxième partie vers 19h30. Et sinon, vous pouvez les noter dans le chat. On va aussi les récolter de notre côté. Comme ça, on pourra les retransmettre et vous pourrez compléter si vous avez envie à ce moment-là. Ça peut être bien au fur et à mesure qu'on y pense. Un bon outil de prise de notes. Donc, on va commencer par évoquer le parcours de 4 parents. Donc, on a 6 personnes. Et donc, Véronique et Miguel nous rejoindront tout à l'heure. Je les ferai intervenir dans un deuxième temps, mais ça me tenait à cœur de commencer par... on parle de parentalité d'enfants, de jeunes et de personnes en situation de handicap, et de qu'est-ce que ça fait. Donc, ça me paraissait important de commencer par donner la parole à ces personnes-là. Hop, je me permets juste. Tac, voilà. Catel, Isabelle, Cécile, bonsoir, bienvenue, et Patricia, bienvenue. Donc Isabelle, vous avez 4 enfants. Alors, je n'ai pas noté les âges les plus grands et les plus petits. De quel âge à quel âge? Alors, mon aîné a 31 ans, la deuxième 29 ans, mon fils en a 26 et ma petite dernière 23. Ok, donc de 31 à 23. Vous nous parlerez, comme vous le disiez, de votre fils, votre troisième, Zachary, qui a 26 ans, qui a été diagnostiqué autiste sans déficience intellectuelle. Il n'y a que C'est 3 ça. ans, en fait, quand il était adulte. Et vous avez Oui, également créé Autisognon, c'est un gîte donc dans les Pays de la Loire, accueillant pour les personnes ayant des particularités sensorielles ou troubles du comportement qui soient vraiment bienvenues dans ces espaces-là. Et donc, voilà, vous êtes basé en Pays de la Loire. Catel, vous habitez en Bretagne et vous vivez avec 3 de vos 5 enfants. Donc, ils ont, eux, entre 26 et 11 ans. Donc, les deux grands qui sont, voilà, qui mènent leur vie, et la plus jeune, sont concernés par des handicaps qu'on pourrait dire invisibles. Euh,
voilà, du multidys, du TDAH, de l'autisme. Vos deux enfants du milieu, si je résume, sont eux concernés par des handicaps physiques immédiatement visibles. Et donc, vous nous raconterez sans doute en particulier ce que vous pouvez observer de différent dans ces deux cas, quoi. Qu'est-ce que ça fait sur votre parentalité, le lien à l'extérieur aussi. Et puis, en parallèle, entre autres multiples accomplissements, vous êtes vice-championne mondiale de parasurf. C'est la classe. Cécile, vous êtes vous la maman de Gabin qui a 14 ans et que vous élevez quasi seule. Vous habitez à Nantes, vous avez été responsable d'un foyer de vie et vous avez également travaillé à la MDPH. Gabin qui, oui, il a 14 ans comme je disais. Vous avez travaillé à la MDPH pendant 2 ans. Et depuis septembre, je crois, vous êtes en formation en alternance pour pouvoir diriger un établissement social en alternance à APF France Handicap. C'est ça. Tout à fait. Bon, bah, c'est bon, j'ai tout juste. Et Patricia, je ne suis plus sûre de combien d'enfants. Je sais que on a beaucoup parlé de Mathéo, 3, oui, c'est ça, hein. Donc Mathéo qui est l'aîné, qui a 24 ans. Vous avez vite compris, Mathéo, il avait des besoins spécifiques et vous avez, de ce que j'ai entendu, voulu résister à la pression à l'entrée en institution, notamment. Et donc, au fil de ces étapes de vie, vous avez d'abord créé une école adaptée qui s'appelle la Chrysalide. Donc, vous êtes aussi dans l'Ouest, dans les Pays de la Loire, à Saint-Nazaire. Et puis, un lieu de vie et d'activité professionnelle qui s'appelle l'Envolée, qui a voilà, un hôtel, restauration, tout inclus. Donc, merci beaucoup à toutes les quatre d'être là. Si vous pouvez réactiver les vidéos des quatre intervenantes de cette première session, ce serait super. Et donc, je présenterai, hein, compléterai les présentations de Miguel et Véronique tout à l'heure pour information que personne ne s'en formalise. Miguel nous a bien prévenu, il pourra être là que jusqu'à 19h45. Il devra s'éclipser un peu avant la fin. Merci encore à tous et toutes. Patricia, je disais, vous avez perçu vraiment les besoins spécifiques de Mathéo dès son plus jeune âge et maintenant il est adulte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans son parcours? Dans ce parcours, on va dire que le plus difficile, ça a été de résister à la pression scolaire, à la pression des médecins qu'il rencontrait et qui nous renvoyaient que Mathéo ne ferait jamais rien et qu'il fallait faire le deuil de cet enfant, que nous avions deux autres enfants après. Et on va dire que c'était voilà, de résister et toujours croire en lui et l'observer, puis se dire qu'en fait, il nous rendait heureux, même s'il était un petit peu bizarre, un petit peu différent. Mais à la maison, il nous rendait très heureux et qu'il pouvait faire plein, plein de choses et nous le voyons évoluer. Et voilà, c'était vraiment résister à toutes ces ESS ont été broyés à chaque fois, ces rendez-vous médicaux. Enfin, voilà, le plus difficile, on va dire, ça a été ça. ESS pour les gens qui n'ont pas encore eu le droit à ce genre d'expérience. Le suivi de scolarisation. Pour Ouais. faire le point tous les ans. Est-ce que votre enfant va pouvoir rester à l'école? Non, non, il n'a pas du tout une posture d'élève, il ne peut pas rester à l'école et toujours se battre pour qu'il reste un an de plus. Et voilà. Il faut dire que je suis psychomotricienne aussi et que je travaille dans des IME avant d'être maman et en étant maman et je rêvais d'autre chose pour mon fils. Hmm. Isabelle, peut-être pour vous, ça résonne différemment avec le parcours de votre fils Zachary? Oui, Zachary est un enfant originaire de Corée du Sud qu'on a adopté. Il est arrivé à la maison très jeune, il avait 4 mois et demi. Et en fait, très vite, on nous a orientés chez un psychologue et il en est ressorti qu'il était haut potentiel intellectuel, donc dès la maternelle. Et puis bah, l'école était très difficile, il entrait dans aucune case, il avait aucun comportement d'élève, il était très isolé, etc. Et dès lors qu'on consultait, on nous disait tout le temps que c'était la problématique abandonnique. Voilà, on a été vraiment orienté sur des professionnels, on va dire assez classiques, des psychologues cliniciennes, etc. Et on était toujours, toujours, toujours. Alors moi, je suis Ah bon, infirmière. oui, c'est ça, J'ai abandonnique. été aussi chef de service dans des établissements médico-sociaux. Quand vous Oui, dites abandonnique, c'est en lien à la perception de l'adoption et de forcément, ça a dû créer c'est un ça. trauma ou quelque chose c'est chez lui, C'est quoi. ça. On nous disait toujours, avant d'être un enfant adopté, ça a été un enfant abandonné. Du coup, cette cicatrice et plus le haut potentiel faisait un cocktail pas forcément très sympathique. Et on s'est traîné ça pendant des années et des années. Et moi, j'ai fait toutes mes formations sur l'autisme. J'ai un DU autisme et les yeux coulaient tout seuls parce que je me disais, mais ils sont en train de parler de mon fils, en fait.
Et quand j'en parlais, ben voilà, on m'écoutait pas, quoi. J'ai vraiment pas été du tout entendue. Donc Oui, comme voilà, vous c'est disiez, un peu- HPI et Lyon, c'est un package, ça explique tout, quoi. Et il n'y a pas besoin de creuser plus. Pardon? C'est ça qu'on vous disait, Oui, si je résume. HPI et problématique abandonnée qui faisait un cocktail vraiment pas très sympathique pour lui à vivre et pour les autres. Oui, c'est ça. Et vous, comment vous avez traversé cette période-là en tant que parente? Bah, c'était très compliqué parce que du coup, ben, c'était un accompagnement vers des soins pour l'aider à avoir une meilleure estime de lui, à rentrer dans les cases, à vouloir bien vouloir suivre les cours, ne pas être comme il était décrit par les enseignants insolent. On était convoqués tout le temps. Voilà, l'enfance a été très compliquée, mais l'adolescence encore pire parce qu'il y avait un tel mal-être que bah, il a été beaucoup hospitalisé en psychiatrie à la suite de tentatives de suicide. Il a vécu dans la rue, il a fait beaucoup de fugues. Enfin, c'était une façon pour lui de se défendre de toute cette agression. Et il a changé maintes et maintes fois d'école parce que les écoles ne voulaient pas le garder. Et tout au début, quand il entrait à l'école, on nous disait, mais c'est un petit génie, il est super, etc. Et puis au bout de 3 mois, en fait, il n'en voulait plus, quoi. Donc, il fallait toujours retrouver un nouveau. On a essayé l'école à la maison, il a été déscolarisé. Enfin, voilà, on a essayé de composer avec aussi bah, la dynamique familiale, Oui. puisque quand il a eu 10 ans, son papa est parti de la maison. Donc, j'étais même s'il était un peu présent, il était quand même pas là dans le quotidien et c'était très compliqué dans les relations aussi avec ses sœurs. Donc, on a géré au jour le jour, en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'arrivais pas du tout à me projeter, si ce n'est quand j'étais mise au pied du mur et qu'on me disait, bah, il pourra pas rester dans cette école. Bah, là, il fallait ouvrir ses ailes et essayer de trouver un endroit qui pourrait l'accueillir pour l'entrée prochaine. Mais il y a au moins 3 années scolaires qu'il a absolument pas terminé parce que bah, il était exclu de l'école avant et on savait pas où il serait à la rentrée suivante, quoi. Ouais. Et donc, cette, C'était vraiment de la gestion. J'avais l'impression que c'était vraiment de la gestion au jour le jour. oui, vous m'avez même parlé en préparant cet entretien de mode survie. Effectivement, comme Oui, il n'y a pas de réponse, on dit que en fait, ça devrait aller, puisqu'on a identifié le HPI, on a identifié ces troubles abandonniques, on répond comme, voilà, comme il faut. Euh, euh, ben, on cherche toujours une solution sans se poser de questions de fond, en fait. c'est ça. Et puis, bah, il y a beaucoup de culpabilité pour cet enfant aussi qui se dit, bah, en fait, c'est de ma faute. Il y a rien, il n'y a rien. Hein. C'est aussi un petit peu comme ça qu'avec son papa, c'était aussi compliqué, hein, cette valeur travail que son papa a beaucoup. Hein. Il est champion du monde en boulangerie. C'est quelqu'un qui a beaucoup toujours bossé toute sa vie. Et qu'on puisse nous dire que c'est un petit génie parce qu'on l'a entendu plus d'une fois, mais qu'au final, il savait rien faire de sa vie et que il ne voulait rien faire. C'était comme ça que c'était interprété. Aujourd'hui, avec le recul et même en parlant avec lui, on se dit on a vraiment été, on l'a vraiment malmené quoi pendant toutes ces années parce que justement on n'avait pas on n'était pas bien orienté, pas bien guidé sur à quoi pouvait correspondre cette souffrance et ces difficultés qu'il rencontrait, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça a pu être compris il y a 3 ans à peu près, finalement? Eh bien, à force bah, d'essayer l'inclusion, bon, il a été déscolarisé à l'âge de 16 ans, d'essayer le travail, où en fait, il tenait jamais nulle part. Il était en capacité de réaliser les choses, mais dès qu'il y avait un petit grain de sable ou quelque chose qui pouvait venir le perturber, ça cassait tout et il était incapable d'y retourner. Donc, on a aussi, parce que Zacharie était aussi en résistance de reconnaissance de quoi que ce soit. Il avait beaucoup, beaucoup d'angoisse à l'idée que, ne connaissant pas ses antécédents familiaux, il pouvait peut-être préparer une maladie psychiatrique. C'est quand même les hôpitaux, il a quand même été hospitalisé 4 fois, donc c'était des choses qui lui faisaient très, très peur. Donc, il était beaucoup dans le refus en étant plus jeune. Et au bout d'un moment, on a dit stop, quoi. Il n'était pas question qu'il retourne vivre dans la rue parce qu'on était revenu encore une fois à un moment de rupture. Et j'ai dit, ben, maintenant, on va essayer de vraiment de repartir sur un autre parcours diagnostique. Alors, on a eu la chance que, comme il est consommateur
de cannabis et qu'aujourd'hui, il n'a plus que ça comme anxiolytique, on a pu avoir rapidement un rendez-vous dans un service d'addictologie sur Nantes, à l'hôpital Saint-Jacques, et on a eu la chance de tomber sur un psychiatre qui n'avait pas de connaissances sur les troubles du neurodéveloppement, mais qui nous a entendus, qui nous a écoutés et qui vraiment nous a aidés à pouvoir démarrer ce parcours diagnostique qu'on a fait ensemble. Et voilà, c'est une fois que le diagnostic a été posé, ça a complètement changé la donne en fait. Et le premier mot qu'il a pu dire quand on est sorti du cabinet, c'est de dire donc je ne suis pas fou. Et voilà, ça a été un soulagement. Et là, on a pu commencer à travailler, à faire des choses, Oui, voilà, construites. c'était le début d'autre chose, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Catel, vous de votre côté, donc je disais, vous avez 5 enfants, donc certains avec un handicap visible, donc on parle de membres en moins, d'autres invisibles, donc on disait des troubles neurodéveloppementaux ou voilà, la façon dont vous aurez envie de le présenter. Et vous m'avez indiqué que vous n'avez pas du tout posé les mêmes questions et difficultés et ressources éventuelles. Pouvez nous expliquer ça? Oui, tout à fait. Moi, déjà, je vais préciser que j'ai jamais eu d'enfant classique. Donc, quelque part, les jeunes années de mes premiers enfants, j'ai pas forcément remarqué quelque chose de fondamentalement différent dans leur fonctionnement, parce que je les accompagnais. Et puis, j'étais aussi professionnelle dans le handicap, puisque j'étais infirmière en centre de rééducation fonctionnelle. Donc, je pense qu'il y a cette adaptation qui se fait naturellement. Et donc, les problèmes ont débuté quand ils ont commencé la collectivité. Donc, la crèche, l'école, les centres de loisirs. Là, c'était le début de l'enfer. Et donc, parce qu'on me présentait mes enfants comme inadaptés, voire totalement inadaptables, hein, notamment pour mon fils autiste. Donc, je pense que là, ça doit faire 27 ans maintenant que je fais de la médiation pour mes enfants. Même aujourd'hui, pour ma fille de 27 ans, voilà, c'est pas parce que mes enfants sont majeurs et qu'ils ne vivent plus avec moi que je ne les accompagne plus. Ça ne s'arrête jamais. Euh, et puis, donc, ouais, c'est vrai, mes enfants avec troubles neurodéveloppementaux, j'ai eu besoin de les protéger parce que, ils étaient constamment agressés par notre société. Parce que bah là, on va dire que ça prend forme d'exclusion scolaire, hein, a témoigné Isabelle. Euh, Non-application du PAI à l'école, absence de l'auxiliaire de vie scolaire. Finalement, c'était des enfants sans solution de prise en charge. Et donc, et puis il y avait aussi le quotidien, hein. C'était aussi comment je vais aller faire des courses avec mon fils qui ne peut pas entrer dans un endroit clos. Donc, on avait l'impression que la société était un peu notre ennemi, quoi. Comment on va se débrouiller avec ça? Donc, tous mes enfants, à un moment ou à un autre, avec troubles neurodéveloppementaux, hein, ont été scolarisés à la maison, au CNED réglementé handicap. C'est encore le cas pour ma cadette, hein. C'est la deuxième année là, qu'elle est au CNED réglementé. Même quand je travaille, parce que c'est le cas. Donc, c'est pas simple. J'ai aussi cofondé une école alternative pendant 3 ans sur Quimper où on accueillait des enfants avec différents types de handicap et des enfants sans handicap du tout. Voilà, j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour mes enfants et les accompagner au maximum. Donc, ouais, pour mes enfants avec TND, j'ai été protectrice parce que le monde est extrêmement violent pour eux. Alors, en revanche, pour mes 2 enfants issus d'adoption qui ont des handicaps moteurs, mais qui sont très adaptés socialement, j'ai jamais eu besoin de faire, de les protéger de quoi que ce soit. J'ai souvent dit, ah mais moi j'en veux 10 comme ça, c'est tellement simple à élever des enfants euh, classiques, quoi. Et je pense qu'ils ont trouvé aussi eux-mêmes des ressources. Mes 2 enfants, donc ces 2 enfants-là, donc avec un handicap moteur, ont toujours des positions de leader. Depuis la maternelle jusqu'à la colo, jusqu'au stage, ils sont toujours leaders en fait, ils arrivent à fédérer. Et je pense que c'est complètement inconscient, mais peut-être que c'est en lien justement avec le handicap et puis le besoin de trouver une solution en fait pour ne pas être ennuyé par les autres. Donc, ouais, pour moi, c'est beaucoup plus simple pour un enfant avec un handicap moteur qu'un handicap invisible qui n'est pas compris ni accepté par la société. Un handicap moteur, c'est simple en fait. On arrive à voir quelles sont les limitations et puis surtout, c'est acceptable. Voilà, les troubles du comportement ne sont pas acceptables.
j'ai eu l'impression aussi que vous aviez vous-même peut-être déjà, et vous en avez parlé un petit peu de vos enfants dès le début avaient des comportements spécifiques, ou en tout cas, et que ça vous a pas choqué, ou en tout cas marqué dans un côté de différence, et que vous aussi, probablement, vous avez un peu une liberté, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si c'était le cas déjà quand ils sont arrivés. Euh, bah, moi, j'avais des enfants curieux que j'emmenais partout, qui étaient, en fait, c'est surtout ça, j'avais des enfants curieux qui avaient très envie d'être tout le temps dehors, à découvrir des choses, et je trouvais ça super. Voilà. Et puis aussi, ils ont voyagé avec nous. Moi, j'ai été expatriée avec mes enfants Andy. Ouais, on a aussi découvert comment ça pouvait être dans d'autres pays, comment comment les personnes pouvaient se comporter avec mes enfants dans d'autres pays. Et là, ouais, il y a vraiment un aspect culturel aussi qui est intéressant là-dedans. Donc, non, moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont. Je m'ennuie jamais avec mes enfants. Ils sont. Ouais, c'est chouette en fait de ne pas avoir des enfants lambda finalement. C'est complexe, mais c'est très enrichissant. Merci, Catherine. Cécile, peut-être vous, votre enfant, gamin, il est encore adolescent. Donc, peut-être que vous sortez tout juste un peu de ce mode de survie dont nous parlait un peu Isabelle. Peut-être qu'est-ce qui vous a appris sur vous déjà, gamin? Et puis peut-être si vous voulez raconter un peu son parcours. Oui, alors on s'est séparé avec le papa de Gabin juste avant que Gabin rentre à l'école. Et puis progressivement, au fur et à mesure des années, enfin dès la moyenne section, les problèmes ont commencé à être posés au niveau scolaire. Et comme nous étions séparés avec son papa, tout naturellement, la réponse qu'a eue l'école ou le corps médical, c'est à cause de la séparation des parents. Donc, en tant que parent, on se culpabilise, on croit que c'est vrai, et puis finalement, on s'aperçoit que non, il n'y a pas que la séparation des parents. Peut-être que ça n'a pas aidé, en tout cas, à ce que notre fils aille mieux, mais en tout cas, ce n'était pas la cause de ses difficultés. Et une des réponses de l'école lorsqu'il était en CE2, c'était une information préoccupante auprès des services sociaux. Alors c'est vrai que moi je l'ai très très mal vécu, d'autant plus qu'à l'époque j'intervenais notamment en IME pour traiter des informations préoccupantes et c'est vrai que en attendant, on ne cherchait pas de solution pour essayer de mettre des choses en place. Donc c'est moi qui ai assuré un peu la coordination entre l'école, le pédiatre, l'orthophoniste, parce qu'il n'y avait rien qui n'était en place. Toutes les portes se fermaient en me disant, mais non, non, de toute façon, voilà, c'est à vous de régler vos problèmes en interne. Et puis finalement, voilà, il y a eu un bilan orthophonique qui a été fait. Enfin, il y a plein de... Je suis allée voir j'ai emmené Gabin voir un neuropédiatre qui a mis en place un bilan neuropsy. Il y a plein de petites choses qui sont mises en place, mais parce que je me suis battue en disant, mais c'est pas la séparation qui fait qui crée les difficultés de Gabin, c'est bien, il y a bien un problème. Sauf que Gabin n'est jamais rentré dans aucune case. Donc, même encore aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic de posé. On parle de troubles dysharmoniques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cocktail de plein de petites choses. Voilà, des troubles du comportement, des troubles de la relation, des traits autistiques, du TDAH. Il y a plein de choses qui font que Gabin, que la société n'est pas adaptée du coup à Gabin et que, comme il dit, tout le monde dit que je suis bizarre. Bon, moi, je lui réponds, on est tous le bizarre de quelqu'un, mais bon, voilà, il faut qu'il apprenne avec le temps à accepter aussi, voilà, sa différence. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, j'entendais tout à l'heure, on parlait d'ESS. Moi, les ESS, j'avais l'impression à chaque fois d'être au tribunal. On avait en face de nous, alors surtout que j'étais souvent toute seule parce que le papa, non pas qu'il n'a pas voulu s'occuper de Gabin, mais je pense que c'était trop compliqué pour lui de gérer ça. Il était aussi dans le déni, je pense, du handicap de notre fils. Il a refait sa vie et donc voilà, il avait peut-être aussi d'autres priorités. Donc j'ai vraiment pris Gabin sous mon aile. Et puis, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu en tant que mère pour l'accompagner dans ce cheminement-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Il est scolarisé en SECPA le matin.
donc depuis la sixième, hein, il est scolarisé le matin en SECPA. L'après-midi, soit il était accompagné par un CESAD, soit il était à la maison, soit il était en études. Enfin, il y avait tout un aménagement qui s'est mis en place. Depuis la rentrée, la scolaire, l'après-midi, il est en ITEP. Et puis 3 nuits par semaine, il est en internat thérapeutique dans un CASIM. En Ah parallèle, oui, ITEP, par exemple, ça correspond à quoi? Insti- Institut thérapeutique, éducatif et psychologique, je ne suis même pas sûre des lettres. Quelque chose comme ça. Peut-être que quelqu'un Casim, pourra me Casim, corriger. ouais, c'est ça, Casim aussi. Et le C'est CASIM, c'est un internat thérapeutique ouais, ok. où ils sont 5 jeunes, il y a 5 jeunes qui sont accueillis et Gabin est accueilli 3 nuits par semaine. Et puis, bah, c'est vrai que le fait que tout se mette en place, c'est rassurant parce que moi, je vois les progrès de mon fils. Malgré tout, là, on rentre dans une phase qui est quand même primordiale puisque là, il est en pré-professionnalisation. Il fait des stages. Les stages se passent pas trop mal, on va dire. Mais pour autant, on ne sait pas. Là, les 2 années à venir vont être cruciales. Est-ce qu'il va être en capacité de travailler? Est-ce qu'il va pouvoir travailler en milieu ordinaire? Ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir travailler à temps plein ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre ses études? Il y a plein de choses là qui sont en train de se déterminer. Donc effectivement, on sort un petit peu de cette étape d'errance, même s'il n'y a pas de diagnostic de posé, mais avec toujours toutes ces incertitudes par rapport à son avenir. Et moi, voilà, je continue de me battre pour que euh, ben, mon fils puisse faire les choses les plus ordinaires possibles. Et c'est vrai que tout mon parcours professionnel, donc je suis rentrée dans le milieu du handicap avant même de savoir que mon fils avait un handicap, mais finalement, mon cheminement professionnel, il a été guidé aussi par l'évolution de Gabin. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait des situations qui étaient malheureusement bien plus dramatiques que celles de mon fils. Ça permet de relativiser beaucoup, mais je m'aperçois qu'on a quand même tous la même problématique en tant que parents, c'est qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on n'est pas compris. C'est souvent la faute des parents, alors que nous, on n'y est pour rien à la base, hein. Si notre enfant et puis même, j'ai envie de dire, même si on avait une part de responsabilité, on essaie de faire au mieux en tant que parent, à partir du moment où l'enfant, le jeune rencontre des difficultés, eh bien voilà, qu'est-ce que la société peut mettre en place pour aider ces enfants-là et ces jeunes-là? Et moi, je trouve que moi, en tant que professionnel, j'ai réussi à ouvrir des portes, mais j'imagine les parents qui ne le sont pas, à quel point ça doit être compliqué. Et j'ai pu le voir justement quand j'étais à la MDPH, toute la détresse de ces parents. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de pouvoir partager mon expérience et peut-être aider les autres parents à trouver des solutions si je... Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité participer à ce webinaire, en fait, même si je suis consciente que mon, mon fils n'a pas, comment dire, il y a des problématiques qui sont bien plus grandes que celles que rencontre mon fils et des parents Mm. qui sont bien plus en détresse que moi, qui sais un petit peu où aller chercher les informations et les accompagnements. Oui, merci beaucoup, Cécile. Peut-être, Miguel, vous pouvez activer votre caméra. On va peut-être regarder un petit peu d'un point de vue, voilà, justement, vous êtes, vous, philosophe et psychanalyste franco-argentin, donc avec un regard aussi international, et basé à Paris, je crois. Et donc, vous accompagnez différents publics et projets d'émancipation. Vous pourrez nous raconter un petit peu, si vous voulez, dans différents pays. Peut-être pour compléter hein, ces témoignages et ces parcours vraiment individuels, mais qui reflètent des phénomènes sociaux. Peut-être c'est quoi votre regard à vous, avec votre pratique et vos projets, sur l'impact du handicap d'un enfant sur une famille et ses parents en particulier? Bien, bonsoir, merci de cette invitation. Moi, je suis un ami de l'association depuis longtemps. Donc, c'est un retour. D'abord, alors, je vais plutôt énoncer quelques points, quitte à pouvoir les développer après avec les publics, qu'est-ce qu'ils trouvent qui les intéresse ou pas. Je voulais commencer par Patricia. Dans la première phrase, elle a dit la phrase principale, résister, elle a dit.
Et je pense qu'il s'agit de résister parce que tous les autres témoignages ont parlé de ces vécus très étonnants d'une société qui agresse certains enfants et certaines personnes, non? Ces vécus d'agressivité. Alors, comme ça, comme quelques points, moi je rappelle quand même sur quoi elle est basée cette agressivité, qu'est-ce qui est légitime cette agressivité que nous sentons par rapport à la fragilité en général, hein, c'est la fragilité qui est attaquée en général. Bien. Nous connaissons toutes et tous cette phrase de Louis Pasteur qui dit je ne te demande pas à quelle race tu appartiens, à quelle religion tu appartiens. Si tu souffres, tu m'appartiens, je te soulagerai. Bon, cette idée si belle, si haute, etc., justifie une attitude absolument colonialiste de domination sur celui qui souffre, celui qui n'est pas comme il faut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que derrière cette promesse, je te soulagerai, n'est-ce pas? Mais je te soulagerai, mais tu m'appartiens. Et c'est là où il y a les tours de passe-passe quand même compliqués. Parce qu'effectivement, il y a un mode d'adaptation, d'intégration, non, dans lequel on va demander à la personne, à l'enfant, de se désintégrer dans sa singularité, dans son mode d'être, non, tel comme il est né, comme il respire, comme il perçoit le monde, n'est-ce pas? On lui demande de se désintégrer et on intègre le reste. Mais il y a là quelque chose que nous devons comprendre, c'est-à-dire que dans cette vision de l'handicap, n'est-ce pas? On est en train de dire à quelqu'un, à la famille, à quelqu'un, tu n'es pas comme il faut. Et c'est horrible, c'est totalitaire, c'est agressif, dire à quelqu'un, tu n'es pas comme il faut, n'est-ce pas? Et alors, on va tout faire pour que tu changes la norme ou t'adapter un tout petit peu pour qu'apparemment tu es un extrapontant dans la norme. Je pense que là, il y a une violence très, très grande. Il y a une violence très, très grande parce que handicapé ou pas handicapé, chaque être humain, effectivement, a une singularité, une façon de respirer, de percevoir le monde. Alors, ce qu'on appelle une personne handicapée ou un enfant handicapé, à vrai dire, c'est une singularité. C'est une singularité. Et il perçoit le monde, il construit dans sa tête l'environnement d'une certaine façon qui a à voir avec son corps, avec sa sensibilité. Alors, quand on veut forcer la personne handicapée, quand on veut la forcer pour qu'il s'approche à la norme, le premier danger qu'on aborde, et malheureusement on s'affronte à ces dangers-là, est que la personne perd sa singularité, perd son caractère de rester même. Il ne reste plus égal à lui-même. C'est-à-dire que nous sommes puissants, nous sommes puissants nous sommes puissants dans la mesure euh, où nous pouvons effectivement développer nos capacités. Mais pour développer nos capacités, nous devons rester nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si moi, je dois fonctionner dans un endroit, dans une maison, dans un contexte qui n'est pas le mien, un contexte qui commence par dire tu n'es pas comme il faut, alors, plutôt qu'explorer mes possibles, j'essaie d'adopter les possibles de la norme. Alors là, ça, c'est la fabrication de l'handicap. Ça, l'handicap, c'est ça. L'handicap, ce n'est pas une singularité de vie, des modes de vie. L'handicap, c'est quand une personne que la norme dit tu n'es pas comme il faut, chose qu'il n'y a rien de plus agressif que ça, eh bien, une personne qu'on lui dit tu n'es pas comme il faut, il doit refouler, oublier ses puissances pour essayer d'adopter les puissances de la norme, et donc on est handicapé. Si moi je dois adopter les puissances de n'importe quelle norme, mais ne sont pas plus les miennes, eh bien, c'est simple. Je passe d'avoir une sorte d'endosquelette qui me structure pour fonctionner dans un exosquelette dans lequel, de toute façon, je suis handicapé. Voyez? Alors, je voulais développer ça un tout petit peu et dire quand même qu'effectivement, l'handicap rappelle à une société
qui valorise la force, l'individualisme, la domination, n'est-ce pas? L'handicap rappelle à la société quelque chose qu'elle veut oublier, qui est la fragilité. Or, la fragilité, c'est ni la force ni la faiblesse. La fragilité, c'est la condition même du vivant. C'est ce qu'aujourd'hui on écrase dans les écosystèmes, dans la biodiversité, dans les modes divers d'êtres humains. Parce que qui ne nous fasse pas rire, à vrai dire, il y a une normalisation disciplinaire de comment est un être humain. Et on le voit très bien parce que moi, que je suis une génération déjà vieux, moi je me rappelle qu'il y avait des êtres humains différents, avec des formes différentes, des tailles différentes. Et on voit bien comment il y a une sorte de pathologisation de la différence. Pathologiser la différence, ça veut dire coloniser les différents, ça veut dire l'écraser au nom de son bien. Vous savez, quand moi je viens d'un pays, j'ai vécu sous la dictature. Quand un flic de la dictature vous tape dessus, vous vous défendez. Mais quand quelqu'un veut vous faire du bien, vous êtes doublement désarmé. Alors, moi je vais dire, juste pour ne pas être trop long, parce que Marie, elle m'a déjà briefé. Alors, à vrai dire, euh, le problème, c'est qu'il y a un grand philosophe qui s'appelle Spinoza qui a écrit une phrase qui est très importante qui dit on ne sait jamais ce qui encore peut. On ne sait jamais ce qui encore peut. On ne sait jamais à l'avance. Eh bien, ce que le corps médical refuse de faire, c'est de se mettre au service de la famille, au service de la personne, parce qu'à vrai dire, moi, avec 40 années de clinique derrière moi, eh bien, je n'ai jamais su qu'est-ce qu'il pouvait ou pouvait pas un patient. J'ai jamais su. Et justement, comme je ne sais pas, on explore ensemble. Cette exploration ensemble, c'est la différence entre une thérapeutique violente disciplinaire et une aide ensemble avec les parents, avec la personne, pour, à partir d'un non-savoir, un non-savoir. Je sais bien que quand on discipline, quand on normalise un enfant, euh, tout le monde est content parce qu'on peut aller au resto et il ne balance pas les assiettes à la merde, non? Très bien, et tout le monde est content. Parfait. Mais la question c'est pas ou discipliner ou l'abandonner. Il y a la possibilité, effectivement, d'explorer comment cet être-là peut vivre, comment il peut exister. Et si aller au restaurant, c'est trop dur, c'est trop exigeant, bon, on va pas au restaurant. Vous comprenez? On va pas le formater pour aller au restaurant. Non, on va voir ensemble. Ensemble, on va voir que Marie s'impatiente parce que je suis trop long. Alors, on revient plus Non, tard. non, non, c'est que je vois des gens qui sont en train de dire en face du public ici que quand même ne pas aller au restaurant, parce que j'étais en train de me dire, bah oui, ça demande effectivement à s'adapter probablement. D'accord, Donc, alors je vais dire une comme ça, dernière les chose. trois. Je vais dire une dernière chose, alors Marie. Moi, j'ai participé il y a très très longtemps quand on parlait de l'intégration scolaire, je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire, dès mon point de vue des vieux cliniciens, que je continue à faire de la clinique, eh bien, je vais vous dire, l'adaptation ne doit pas être unidirectionnelle, Mm. l'enfant handicapé vers la société. À nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la société peut s'adapter à la fragilité représentée par l'enfant handicapé. Ce qu'il faut éduquer, ce qu'il faut aider à évoluer, c'est ceux qui se croient normaux, n'est-ce pas? Et qui se croient normaux parce qu'ils mettent comme ça dans un ghetto la fragilité et ils se croient normaux. Or, justement, quand un enfant qui a des difficultés rentre dans une classe, peut-être l'enfant va apprendre quelque chose, ne va apprendre rien du tout. Mais par contre, tous les autres, ils ont la possibilité magnifique d'apprendre que la société, ce n'est pas une série d'individus loups pour les autres, que la société, c'est ces liens-là. Apprendre à faire société, apprendre à faire ensemble et apprendre à développer les possibles de chacun. Moi, je pense vraiment que toute intégration doit être surtout visée en visant à éduquer les enfants dits normaux, à assumer leur fragilité et non pas à faire que celui qui est dans une position un peu plus fragile, à courir derrière les autres qui se croient normaux. Merci beaucoup, Miguel, pour tout ça. Effectivement, je crois que ça s'applique aussi du coup à la parentalité. C'est que c'est la personne en situation de handicap autant révèle la fragilité et amène à se questionner sur la fragilité de tous et de toutes.
mais autant, du coup, ça accentue aussi la parentalité. On voit tout à l'heure, Cécile nous parlait de ses questionnements par rapport à son enfant qui a 14 ans. En fait, c'est des questionnements que tout parent, dans tout enfant de 14 ans, se dit, ah bah oui, son orientation, etc. C'est un moment en particulier où il y a ces enjeux-là. Et c'est juste que, juste, je sais, ça, hein, c'est facile de dire, mais c'est le handicap crée de la limite, en fait, crée du maximisé, c'est encore plus intense, quoi. Et ce que vous avez dit par rapport un peu à la thématique, là, aujourd'hui, de la question protégée, émancipée, comment est-ce qu'on arbitre un peu les deux, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a aussi le mot de potentiellement de résister et d'explorer, résister à l'agressivité et d'explorer les possibles. Donc, ça pourra être juste des petites choses qu'on peut garder pour tout à l'heure. Je vous propose de passer sur une partie justement sur ces questionnements-là et d'abord avoir une lecture aussi de Myriam. C'est une lecture qui vient des ateliers d'écriture. On organise en fait un cycle de 5 ateliers d'écriture autour de la parentalité. Là, on est à la fin du premier cycle et on explore avec les participants un certain nombre de thèmes, toujours autour de la parentalité. On a récolté différents textes et donc là, on a quelques extraits qui correspondent à la thématique du jour. Accompagner son enfant, c'est deux attitudes possibles. Premièrement, prévenir, anticiper, protéger, baliser, montrer, conseiller, imposer. Deuxièmement, laisser faire, laisser échouer, laisser se tromper. Je suis du style 1 à 80%. Quelle difficulté en tant que mère de laisser place au risque. Mes enfants ont 4 et 7 ans. Je rêve qu'ils acquièrent de l'autonomie pour retrouver un peu de liberté. Or, cela signifierait lâcher, perdre le contrôle. Finalement, peut-être que le risque serait plutôt de mon côté, accepter, tolérer, se décentrer. Parfois, le caractère de l'enfant se prête mal à l'accompagnement proposé par le parent, alors il faut bouger. Je bouge. J'essaie. Pas facile. Merci. Je pense que ça fait bien écho à ce que nous proposait Miguel tout à l'heure. Et donc, pour continuer sur ce sujet-là, Miguel, vous avez souhaité aussi nous aider à articuler ou nous apporter un regard un peu différent peut-être sur l'autorité et l'autoritarisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est par rapport à un mot que tu as dit tout à l'heure, la limite. Nous vivons dans une société qui a comme objectif, un objectif très bizarre, hein, qui est tout est possible. Non? On n'arrête pas de dire aux gens tout est possible. Or, l'expérience de chacun de nous est l'impuissance totale. Non? C'est ça les grands écarts. Non? D'un côté, on dit tout est possible. Je connais, je ne vais pas les nommer, mais je connais quelqu'un avec lequel je me bagarre publiquement souvent, qui écrit un bouquin La mort de la mort. C'est-à-dire, on va même vaincre la mort. Bon, alors dans cette société qui fait abolir toutes les limites, toutes les régulations, tous les cycles. Dans cette société, effectivement, l'handicapé va apparaître comme celui qui rappelle les limites. Les limites, ce n'est pas ce qui attaque la vie. Les limites, c'est ce qui protège la vie. Il y a Kant qui a fait une différence entre limite et confinement. Le confinement, c'est ce qui m'empêche de déployer mes possibles. Les limites, au contraire, c'est ce qui permet que je sois dans un cadre où je peux exister. Je dis rapidement, ce qu'il va dire Kant, c'est, il se moque de Platon, il va dire, Platon agit comme cette colombe qui pense que s'il n'y avait pas la résistance de l'air, elle pourrait voler beaucoup mieux. Alors là, cette colombe, effectivement, s'écrase par terre comme une pizza, non? Alors s'il n'y a pas d'air. Alors l'air, c'est la limite. Mais la limite, c'est ce qui lui permet d'exister. Confinement, ça serait si on attache l'aile et alors on l'empêchement. Notre société est une société qui est en train de devenir très folle parce que, à travers toute une fantasmagorie autour de la technoscience, etc., on pense qu'on va vaincre toutes les limites. Alors, l'handicapé, les vieux, les mourants, euh, tout ça rappelle ce que notre société va refouler. Je dis ça parce qu'il me semble quand même qu'on est dans un moment historique particulièrement violent et sadique envers l'handicapé, les vieux, les mourants, particulièrement sadique parce qu'il s'oppose à la norme dominante, tout est possible. Alors l'autorité, c'est quoi? L'autorité, effectivement, c'est justement
cette structure partagée dans laquelle on sait qu'on n'est pas dans la même place, mais qu'on est dans la même barque. On est embarqué, n'est-ce pas? Alors, par exemple, moi, je essaye comme clinicien de dire avec la famille, avec la personne, dire on est dans la même barque, pas à la même place, mais on est dans la même barque. Et alors maintenant, de quel côté on y va? L'autorité, là, c'est justement une structure des protections partagées. C'est-à-dire que l'autorité est un partage, est toujours effectivement si, commune, n'est-ce pas? Or, comme notre société a du mal avec les limites, elle refuse toute autorité. Elle refuse toute autorité. Elle refuse toute limite. Et alors, on se condamne à quoi? À une société de grande liberté? Non, on se condamne à un autoritarisme radical. Cet autoritarisme, nous le voyons là pour nous limiter au sujet qui nous regarde, nous, médico-psychosocial. Eh bien, dans notre rayon, disons, cet autoritarisme se réflexe par le monde algorithmique dans lequel, de plus en plus, cette rencontre entre les aidants, que sont nous, les cliniciens, on devrait être des aidants aux protagonistes, n'est-ce pas? Eh bien, entre nous, la famille, la personne, il y a de moins en moins de mots, il y a de moins en moins de place pour inventer quelque chose. Vous voyez, le monde algorithmique avec les big data, les diagnostics, la normalisation, est un monde dans lequel ça devient de plus en plus étouffant pour les vivants qui est toujours, existe toujours dans une diversité. Eh bien, moi je crois effectivement que contrairement à une idée qui dit l'autorité, attention, il faut rétablir l'autorité, mais rétablir l'autorité, ils font référence en général à établir un autoritarisme. Je crois que nous devons être capables d'avoir cette autorité partagée qui veut dire une responsabilité, une protection partagée. Et je vous rappelle, la question c'est notre rapport avec les limites. C'est par là où passe la chose. Parce que l'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est cette possibilité de dire, il y a des limites, mais ces limites-là nous protègent, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est une problématique très, très profonde parce que la position un peu, parfois sadique même, envers la fragilité, je répète, aujourd'hui, elle devient très centrale. Alors, on a parlé d'autonomie, non? Et des risques. Eh bien, l'autonomie est utilisée souvent d'une façon très pervertie, pour dire comme ça. Parce que à une personne qui a des difficultés pour marcher, plutôt que de voir comment ensemble on aide à cette personne à se déplacer, on va lui dire, tu dois être autonome. C'est-à-dire que l'autonomie devient dans les collègues, les toubibs, les psy, ils le font avec la meilleure bonne volonté du monde. Ils ne se rendent même pas compte que dès qu'ils voient une personne qui a une difficulté, la première chose qu'ils vont penser, c'est comment il va être autonome par rapport à cette difficulté. Et on dit, mais non, pourquoi autonome? Pourquoi pas des liens de solidarité, des liens d'aide qui lui permettent de ne pas trop souffrir, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense qu'il faut se méfier un tout petit peu de cette idée d'autonomie, parce que cette idée d'autonomie, systématiquement, est interprétée dans le sens de dire il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas vivre, il ne pourra pas... Non, je pense qu'il faut un peu laisser de côté l'idée d'autonomie pour aller vers l'idée d'inventer des solidarités parce qu'une fois encore, notre société a besoin de savoir que contrairement à ce qu'a dit une première ministre anglaise, qu'elle a dit la société n'existe pas, il n'y a que des individus, pas du tout, du tout, du tout. La société existe et là-dedans, les individus. Et nous devons défendre la société. En quoi ça nous regarde? Eh bien, parce qu'une société se juge à comment elle traite les personnes les plus fragiles. Voyez, une société se juge par rapport à comment assume la fragilité. Notre société est de plus en plus dure, de plus en plus performante, etc., avec les concepts de fitness, d'adaptation, eh bien, traite très mal la fragilité, mais non pas la fragilité des handicapés. Ça, c'est la blague. La fragilité de tout le monde. Le problème, ce n'est pas les handicapés. Le problème, c'est comment tout le monde doit refouler sa fragilité. Parce que la vérité de la personne qui passe à côté d'un handicapé
et qui a peur. Et quoi il a peur? Eh bien, parce qu'il n'y a aucun normal qui ne vit pas dans la crainte de sa faiblesse. Pourquoi? La crainte de la faiblesse, c'est parce que dans le délire d'être fort, je me condamne à vivre dans la crainte de la faiblesse. Or, la fragilité, c'est justement ce qui permet une certaine sagesse, une certaine douceur. C'est pour ça que moi, je pense que dans les problèmes de l'handicap, les victimes principaux sont ceux qui se croient normaux. Merci. Tu veux prendre la suite? Pour Oui. l'extrait suivant. On voudrait leur éviter la douleur des chutes, alors qu'ils ne sauront marcher qu'après s'être relevés. On voudrait leur éviter la colère, alors qu'ils ne sauront la contrôler qu'après l'avoir domptée. On voudrait leur éviter le chagrin, alors qu'ils n'auront conscience de leur bonheur qu'après en avoir vécu quelques-uns. Cécile, on va vous proposer de revenir, et puis aussi Patricia, Catel, Isabelle. Je crois que vous avez un exemple concret en ce moment d'une situation où justement vous ne savez pas encore dans quel sens intervenir. Vous m'avez parlé de voilà, une attente, une demande de Gabin, mais voilà, vous hésitez un peu à savoir est-ce qu'il faut que je le stimule ou que je le pousse ou je ne sais pas quels sont vos mots ou quelque part je le protège et que j'accepte sa demande. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus et comment vous essayez de l'arbitrer là pour l'instant et est-ce qu'il y a des éléments qu'on a partagés qui peuvent vous être utiles? Alors, donc Gabin, comme je disais tout à l'heure, est accueilli en internat thérapeutique 3 nuits par semaine. C'était sa demande, en fait, il y a un an, d'aller en internat. Je ne sais pas quelle représentation il avait de l'internat, mais a priori pas celle de ce qu'il vit aujourd'hui. Lui, en fait, il souhaite passer à 2 nuits, enfin, voire même une nuit par semaine d'internat. Sauf que c'est vrai qu'on a convenu avec le CASIM que 1 ou 2 nuits par semaine n'était pas forcément suffisant pour travailler les habiletés sociales, voilà, le lien avec l'autre, bah, toute la question de l'autonomie aussi, puisque Gabin, comme je suis seule avec lui, enfin, où il est seul avec moi plutôt, quand il est à la maison, voilà, il peut se mettre en danger. Euh, il joue avec le feu au premier sens du terme. Il a une addiction aux écrans. Bon, comme beaucoup de jeunes, hein, vous me direz, mais voilà, on parlait de fragilité tout à l'heure, c'est vrai que sa particularité fait qu'il va être plus exposé à certains dangers des réseaux sociaux que d'autres, surtout que c'est un jeune qui est influençable, qui prend tout au premier degré, donc le second degré, il ne connaît pas. Donc voilà, on est resté là pour le moment sur le mode de 3 nuits par semaine. Euh, on n'a pas encore trouvé de piste, si ce n'est qu'on doit refaire un bilan en janvier pour faire le point, pour avoir un peu plus de recul en fait sur la possibilité ou pas de réduire le nombre de nuits. Moi, ce que j'ai évoqué lors du bilan avec le CASIM, c'est le droit à l'opposition, puisque l'enfant a le droit de dire bah non, moi je ne suis pas d'accord avec l'accompagnement qu'on me propose. Et où est-ce qu'on place le curseur entre j'ai envie de n'être accueilli plus qu'une nuit ou deux à l'internat et le besoin qu'il peut avoir de cet accompagnement-là. Quelle est sa capacité est-ce que sa capacité de discernement lui permet de choisir l'accompagnement qui va être le mieux adapté pour lui? Donc là, on n'a pas encore trouvé de solution. Alors d'autant plus que par rapport aux particularités de Gabin, c'est que ses émotions, il a une gestion des émotions qui est compliquée. Et un jour, il peut euh, avoir un comportement excessif au niveau de la joie. Et puis le lendemain, voire même 2 heures après, être complètement à l'opposé. Ce qui fait qu'on n'arrive pas, enfin moi, j'arrive toujours pas aujourd'hui à mesurer l'intensité de ses émotions et à l'aider dans les choix qu'il veut faire pour lui. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que Oui, je oui, dis, tout à fait, bien sûr. Oui, non, je pense que c'est clair. et donc je Patricia, m'appuie sur les peut-être professionnels qui l'entourent.
Et peut-être que du coup, ça me fait penser à Patricia qui m'avait proposé un proverbe un peu parce qu'elle a été confrontée à ce genre de situation et de réflexion. Est-ce que vous voulez partager ce proverbe, Patricia? Oui, alors du coup, je ne peux pas remettre ma caméra, hein, je suis bloquée. Alors, je ne sais pas comment faire. C'est pas Euh, grave. C'est pas grave. C'est l'animateur qui l'a arrêté. Non, non, mais en fait, bon, moi, Mathéo a 24 ans, donc c'est aussi un peu différent. Euh, c'est bon. Mais non, c'est pas grave. c'est bon. Mais Vous êtes de retour, je vous vois. voilà. Mais ce qui se passe, c'est que quand Mathéo n'exprime pas clairement des fois oui, non. En fait, on va lui faire des propositions. Il va s'en saisir ou non. Et quand il dit non, c'est souvent parce qu'il ne connaît pas. Donc, nous, notre règle, c'est de dire, écoute, Mathéo, nous, on pense que ça peut être intéressant pour toi. Donc, tu essayes. Tu essayes 3 fois. Et au bout de 3 fois, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas, si tu n'as pas envie, ben, on n'insiste pas. Et on est très, très vigilant à toujours regarder cette règle. Et Mathéo sait que c'est au bout de 3 fois, il veut toujours pas parce qu'il a ses raisons, il nous explique pourquoi. Eh bien, on ne va pas insister. Mm. Et donc, tu sais, quand on parle d'autonomie, nous, on laisse, comment dire, Mathéo, donc c'est un enfant il a un autisme, il a une déficience intellectuelle, il a 24 ans, il ne sait pas lire, écrire, compter. C'est son intérêt, ça reste encore les toupies Beyblade ou les Pokémon. Et malgré tout, Mathéo vit seul. Je disais, il va faire ses courses tout seul, avec sa carte bancaire, sans contact. Euh, il m'appelle régulièrement parce que sa carte est bloquée. Je communique le code au commerçant, parce qu'il m'appelle en FaceTime, autrement on ne le comprend pas, parce qu'il a une grande difficulté pour d'élocution, quoi. Il a en plus une dyspraxie bucco-faciale. Et malgré tout, ben, on le laisse. On sait que dans la rue, ben, il ne fait pas toujours très attention quand il traverse. Mais voilà, nous, l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, ça nous paraît un peu compliqué. Donc, on est toujours en train quand même d'essayer de juger entre la prise de risque, euh, et en même temps le laisser aller dans son désir de vie, dans ce qu'il a envie de faire. Mais voilà, c'est jamais facile, mais on essaye. Et lorsqu'on ne sait pas quoi faire, c'est vrai qu'on se dit, on s'assoit, on attend, et puis après, on attend les signes pour aller dans un sens ou dans un autre. Et Mathéo, et quand on attend, ben, en fait, on observe Mathéo, on l'écoute, et après, on prend une direction ou une autre. Mais c'est vrai que la prise de risque reste quand même vraiment un grand défi. Mais depuis qu'il est petit, Mathéo va en colonie avec des enfants sans handicap, malgré qu'il soit, voilà, que je disais, un handicap assez important. Mais à chaque fois, il faisait des colos, il partait 3 semaines, mais avec un accompagnant. Voilà, on sécurise au maximum le cadre. Et voilà, on a créé bon, un lieu de vie où Mathéo vit avec 30 personnes, avec des étudiants, des seniors, d'autres personnes en situation de handicap. Il a son appartement pour choisir s'il veut être dans son appartement à faire ses pâtes japonaises parce que c'est ce qu'il aime manger ou manger avec tout le monde. Voilà, c'est lui laisser la capacité de faire un maximum ses choix. Et toujours, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la personne qui a parlé, psychanalyste, parce que vraiment je suis complètement en phase et c'est vrai que c'est- quand je dis que j'ai l'autorité sur Mathéo, en fait je suis responsable de lui, mais d'essayer de faire en sorte que les contenants autour lui permettent de vivre le plus, de façon la plus épanouie possible et surtout en accord avec ce que lui a envie d'être et de faire. Et voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, 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 je pense, tout à fait. En parlant de colonie, Catel, vous m'avez aussi parlé de ça. Comment est-ce que vous avez fonctionné suite à l'envie de colonie d'un de vos enfants? Alors, on va pas parler du coup des enfants, mes enfants adoptés, donc avec un handicap moteur. On va en colonie depuis tout petit, ça se passe très bien. Et ça a donné envie à la petite dernière, donc Siloé, de partir elle aussi en colonie de vacances à l'âge de 7 ans. Elle m'a fait la demande. J'ai jamais dit non à mes enfants, hein. Ils testent ce qu'ils ont envie de tester. Par contre, je suis là s'ils chutent, en fait. C'est ça le principe.
Donc, elle est partie dans une colonie qui était vraiment à proximité de la maison. La colonie la plus courte que j'ai trouvée pour son âge, qui durait 6 jours. Ça a été une catastrophe. Elle a pleuré tout le temps. Elle m'a appelé tous les jours et j'ai fini par aller la chercher avant la fin de la colo. Et donc après, elle ne voulait plus en entendre parler. C'était mais plus jamais, quoi. Et puis, en activité extrascolaire, elle fait de la voltige équestre avec une monitrice qui est très bienveillante et très à l'écoute des spécificités de chacun. Et donc, cette monitrice a proposé un mini-stage de 3 jours. Et là, elle a retrouvé, donc Siloé m'a demandé si elle pouvait y aller. Et là, elle a retrouvé des enfants qu'elle connaissait déjà, dans un environnement qu'elle connaissait aussi. Et puis avec des poneys qu'elle connaissait aussi. Ça, c'était vraiment très, très important, cette médiation animale. Mais aussi avec des nouveaux enfants. Donc, voilà, c'était un test. Ça s'est super bien passé. Et donc, cette année, elle m'a demandé de repartir en colo. Voilà, classique. Elle a choisi le thème, hein, BMX. Et elle est partie 11 jours. Elle a été assez loin. Elle était en Auvergne. Elle est revenue très heureuse de sa colo. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était la seule fille parmi 60 enfants, donc il y avait 59 garçons. Et je me demande, moi, si elle n'a pas été, finalement, sa stigmatisation a été sur, ah bah, elle est un peu bizarre, c'est normal, c'est une fille. Et je me demande si ça n'a pas joué. Enfin, voilà, j'ai cette interrogation. En tout cas, moi, je suis ravie que ça se soit très bien passé pour elle. Donc, je fonctionne comme ça, par essai. Donc, des fois, c'est des essais échecs, des essais réussites. Et puis, j'ajuste, voilà, en fonction. Et puis, on retourne d'une façon ou d'une autre. À la fois, ça peut être une proposition de ma part. Parce que moi, en tant que maman, j'ai pour objectif que mes enfants, un jour, soient à l'aise dans la société. Ou alors, ça peut être à l'initiative de l'enfant. Et, mais on travaille toujours ça en amont. C'est comment je vais gérer ces codes sociaux que je ne comprends pas. C'est comment j'apprivoise l'autre. Voilà, donc ça, on le travaille toute l'année. Et puis de temps en temps, comme ça, ben, je les lâche, quoi. Et puis dans le grand bain, et puis, mais toujours en étant là si ça se passe pas très bien. Alors, il faut savoir aussi qu'on est une famille un petit peu atypique. Nous, on est tous handicapés dans la famille. Euh, et, euh, et du coup, je pense on n'a pas le même cadre. On a un cadre familial qui ne correspond pas forcément au cadre sociétal. On s'est affranchi de ça depuis bien longtemps, et ce qui nous permet, nous, déjà, d'être heureux. Et je pense que la famille, c'est vraiment un roc. On a chacun nos vulnérabilités physiques, cognitives, et à la fois, on s'appuie aussi sur les qualités des uns et des autres. Et voilà, et ça nous permet d'avancer aussi comme ça. Ouais. Isabelle, je ne sais pas si vous êtes encore par là, on parlait de Zacharie, mais du coup, qui a aussi trois, alors frères et sœurs, je ne sais plus, trois adelphes en tout cas. Comment est-ce que vous peut-être votre parcours a été un peu différent, comment est-ce que vous avez articulé ces notions pendant son adolescence? Alors pendant l'adolescence, bah, il faisait un petit peu ce qu'il voulait en fait, hein, parce que du coup, il était beaucoup à fuir ce qui pouvait être imposé, hein, ça a vraiment été compliqué. Donc pendant l'adolescence, on a pu aussi proposer des choses, mais dès lors que c'était pas impossible pour lui, comme je le disais, c'était vraiment la fuite. Mais c'était aussi effectivement de pouvoir le préserver même de lui-même, hein, parce qu'il pouvait se faire du mal à lui-même. Donc avoir assez euh, de protection tout en respectant le fait qu'il puisse faire ses expériences. Alors aujourd'hui, c'est encore le cas, notamment ses expériences d'homme, où bah, il a depuis peu quand même réalisé qu'il avait besoin de savoir s'il plaisait. Donc, il a des rencontres virtuelles et des discussions. Et puis, ben, une fois, il nous dit, ben voilà, je pars en Corse. Sauf que ben, il ne peut pas faire autrement que de nous le dire parce qu'en fait, il ne sait pas organiser son départ en Corse. Donc, du coup, ça l'embête, ça l'embêtait parce qu'on a pu en reparler récemment et au final, c'était. Aujourd'hui, il l'accepte. On chemine autant l'un que l'autre. C'est assez impressionnant de voir aussi comme il chemine sur l'acceptation de ce qu'il est en mesure de faire ou pas.
Mm. Donc, bah, l'idée, c'était de se dire, ben, OK, alors c'est une personne qu'il n'avait jamais vue. Il partait une semaine, hein, on part pas en Corse pour 2 jours. Et il osait pas me le demander parce qu'il avait peur que je lui dise non. Et je lui ai dit, mais il est hors de question que je te dise non, bien sûr, on va t'aider à préparer ça. Et puis, ben, moi, je m'étais préparée à l'idée peut-être de partir en Corse pour aller le rechercher. Mais non, j'ai pas eu besoin. Ça a été une épreuve très, très difficile qu'il a su vraiment surmonter parce que là-bas, ça n'a pas été évident du tout pour lui. Mais c'est aussi comme ça qu'il apprend. Il a fait d'autres expériences sans forcément avoir toute cette notion. Et pour autant, on le met pas dans une cage, quoi, en disant non, mais là, il faut pas aller, là, tu peux pas faire, etc. En tout cas, je le préviens malgré tout de attention, ça c'est loin. Tu sais, s'il se passe Mm. ça, ben, on ne pourra pas venir te chercher. Ça, c'est comme ça. Et au moins, il a tous les éléments de prise de risque qu'il n'arrive pas, lui, sinon à mentaliser seul. Mais en tout cas, il a vraiment cette confiance. C'est aussi ce qui s'est installé depuis, hein, cette alliance. C'est plus qu'une confiance, c'est vraiment une grande alliance. Il sait que aujourd'hui, je serai là, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai toujours été là, mais en tout cas, vraiment, dans le soutenir dans quelque expérience que ce soit, quoi. Alors, bon, c'est parfois un peu farfelu, hein, on s'étonne, mais ce coup en Corse, j'étais en réunion au boulot, il m'envoie un texto en disant je pars en Corse. Et là, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver là? Voilà, il nous emmène toujours sur de nouvelles aventures. Voilà. Et il en tire le son, mais c'est vrai on ne peut pas dire non. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi que de dire non. Et ça n'a pas de sens pour moi que de ne pas l'aider, même si on sait qu'il va se tromper. Mais je vis ça aussi avec mes filles au final, hein, donc qui n'ont pas de handicap, qui sont des jeunes mamans, qui font des choix. Et nous, on pense que c'est pas forcément les bons, mais il y a que en les expérimentant qu'on va pouvoir les corriger. La différence, c'est qu'elles arrivent à les corriger seules, alors que Zachary, il aura besoin de nous, quoi. Mais voilà, après, c'est très sain, en fait, comme façon de fonctionner, même si je reste sa maman et que, ben voilà, il aurait peut-être besoin de se faire aider par quelqu'un d'autre que sa maman, ça reste très sain et serein aujourd'hui, vraiment. Donc, c'est plutôt de belles expériences. Super. Merci beaucoup Isabelle. Je vois le temps passer, il y a plein de choses passionnantes. Et Véronique, je ne vous ai pas oublié, je suis désolée de revenir vers vous comme maintenant. Et puis en plus, probablement de vous demander de faire assez court, et puis comme ça, on gagnera du temps pour les échanges après. Peut-être du coup, de votre côté, vous accompagnez des personnes, des couples et des familles notamment, dans leurs difficultés. Et donc, peut-être la question, c'est en quoi est-ce que ça résonne avec votre pratique? Est-ce que vous observez et les besoins des personnes que vous accueillez en cabinet? Je ne sais pas si vous avez votre vidéo et si la technique peut réactiver votre vidéo. Véronique? Est-ce que j'ai encore Véronique? Alors, je crois que j'ai mis mon micro, mais je ne Ça me y est, vois la pas. Mais technique bon, va vite vous remettre la vidéo. Ça va être bon. c'est pas très grave. Du coup, Démarrer ma vidéo. en quoi ça fait écho voilà, Ah, vous êtes voilà, en quoi ça d'accord. fait écho pour vous? Peut-être du coup rapidement si c'est possible, et puis on pourra échanger après, vous pourrez intervenir sur les questions. Écoutez, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui font écho dans tout ce que dans tout ce que j'ai entendu. Donc, moi, je ne sais pas si, enfin voilà, je suis conseillère conjugale et familiale et je travaille dans une association qui s'appelle Couple et Famille, donc à Nantes. Et vraiment, donc on est une équipe de professionnels, de thérapeutes formés et on est, et on, enfin, comment dire, on propose des entretiens aux personnes qui en font la demande. Ça peut être des personnes seules, ça peut être des couples, éventuellement aussi parfois des familles qui font une demande d'être reçues tous ensemble, ou des frères et sœurs, ou des grands-parents, enfin bon, très, très variable. Et et dans ce domaine des relations familiales, je rejoins Miguel tout à l'heure qui s'est exprimé en disant que euh, qu'on cherchait ensemble, parce que les personnes arrivent avec une demande. Il est vrai que sans demande, bah,
voilà, moi pas plus que quiconque ne saurait comment aider, comment accueillir, comment accompagner. Mais voilà, si une demande peut être exprimée, et parfois on peut aider à ce que la demande soit peut-être plus affinée ou plus, parce que elle n'est pas obligatoirement d'emblée très claire, mais on peut, sans avoir de réponse toute faite, mais explorer ensemble, chercher ensemble, de savoir ce qui pourra répondre ce qui pourra répondre à, ben voilà, à la demande. Et je crois, ce que je peux dire aussi, c'est que notre association est vraiment un lieu où on peut dire les choses, un lieu où on peut parler de ce qui travaille vraiment dans sa vie, enfin, aujourd'hui, enfin, dans l'aujourd'hui de sa vie. Hein, parce que des questions, moi, je vous ai entendu euh, parler de de vos, de votre chemin et vraiment des questions qui se posent à 6 ans pas obligatoirement les mêmes questions. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé de recevoir des personnes pour une problématique à un moment donné, et puis, je ne sais plus, moi, 4 5 ans après, ils sont revenus, ils savaient qu'ils avaient trouvé un lieu pour être écoutés et entendus, sans être ni jugés, sans être, enfin, sans que je prenne parti, parce que voilà, c'est pas, c'est pas du tout l'objet, mais ces personnes étaient revenues avec une autre problématique qu'on avait à ce moment-là pu explorer. Et puis ce que je peux dire aussi, c'est que notre lieu, euh, parce que bon, être confronté voilà, dans le sujet spécifique de ce soir, au handicap d'un enfant, ça vient vraiment chercher et rejoindre euh, les personnes au plus profond, la mère comme le père quand il est présent, ou ça pourrait être aussi les deux mères ou les deux pères. Bon, on n'en pas eu l'expérience, mais bon, ça pourrait arriver à la fois au niveau parental et puis aussi au niveau conjugal. Et pour que, enfin, de venir, enfin, quand les personnes en ont le désir, de venir dans un lieu où ils seront accueillis comme ils sont pour poser un petit peu les choses voilà, devant une tierce personne qui fait que la parole prendra un chemin différent de ce qui se fait dans l'ordinaire des jours, et un lieu où on peut questionner, euh, être écouté, écouter l'autre aussi quand la parole peut-être est voilà, en passant par euh, la médiatrice que je suis dans ces situations-là. Euh, peut permettre de voir comment ça résonne chez moi, l'exprimer, comment ça résonne chez l'autre, comment, comment les choses font souffrir ou pas dans un couple enfin, confronté à une situation difficile avec, avec son enfant. Eh bien, là, j'allais dire, il peut y avoir une grande différence de temporalité dans la souffrance ou dans le chemin de consentement ou dans voilà. Et ça, ce sont des choses qui peuvent s'exprimer en entretien. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Est-ce que Myriam, tu veux nous lire un dernier extrait Oui, des ateliers d'écriture? voilà, Toujours. c'est un extrait toujours pour les ateliers d'écriture. Je précise juste que les participantes, puisque c'est que des femmes qui se sont inscrites, en tout cas pour cette session, il y aura une autre session en février-mars, et là, il y a quelques hommes, pas beaucoup, mais enfin quelques-uns qui se sont inscrits. Euh, les participantes sont mamans d'enfants de tous âges, avec handicap ou sans. Lorsque mon premier fils a eu 18 ans et qu'il partait seul faire de la moto, mon esprit n'était pas en paix. J'avais une part de moi, le petit ange, qui me disait laisse-le faire, il est grand, tout ira bien. Mais l'autre part de moi, le petit diablotin, aurait voulu l'enfermer dans sa chambre, ou même carrément siphonner le réservoir d'essence pour l'éloigner de tout danger et pour le garder près de moi pour toujours. On voulait aussi vous apporter un éclairage, parce que dans les questions qu'on peut se poser en tant que parent, il y a aussi tout l'usage des outils numériques. Et Miguel avait
voilà, envie de nous partager quelque chose. Alors peut-être très, 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 très rapidement, pour effectivement laisser un peu de place à l'échange après. Miguel, en quelques minutes, bah voilà. Donc c'est un sujet pour regarder, l'impact des outils numériques sur le social, sur le commun, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors du coup, dans vos observations, c'est plutôt une opportunité ou un risque? Alors, bon, très rapidement, pour être clair, je vais faire référence à une expérience personnelle, hein. J'ai travaillé pendant très longtemps dans le milieu de la culture sourde, à l'époque où l'implant cochléaire a commencé à se massifier. Bon, l'implant cochléaire, effectivement, bon, c'est une technique fantastique qui, par transduction, permet qu'il y ait une image auditive bon, voilà, c'est tout en ne réparant pas les nerfs auditifs. Bon, peu importe. L'implant cochléaire est vécu, paradoxalement, peut-être il y a des gens qui ne le savent pas, est vécu comme l'écrasement d'une culture, la culture sourde. Pourquoi? Parce que ce que nous savons, moi je travaille beaucoup dans la neurophysiologie de la perception, non? Alors ce que nous savons, c'est qu'à une subjectivité perceptive, c'est-à-dire qu'à un mode de percevoir, va lui correspondre un mode de conceptualiser, de penser le monde. Donc, quand la culture sourde se développe, la culture sourde développe des possibles fantastiques, c'est-à-dire que le sourd ne vit pas exactement dans les mêmes dimensions que l'entendant. Il y a des entendants profonds, il y a des entendants un peu moins entendants qui encore parlent avec les mains comme moi. Et les sourds, ils sont une autre culture. Une autre culture dans le sens que leur sensibilité les fait concevoir le monde d'une façon que les entendants ne les voient pas. Donc, c'est une diversité. Quand il arrive l'implant cochléaire, on dit cette innovation, c'est un progrès, c'est un bien. Ce que nous pouvons dire, c'est que toute innovation n'est pas ni un progrès ni un regret. Qu'une innovation, c'est une innovation. Et que tout reste à voir. L'innovation n'a pas le droit, pour une tas de choses qu'on n'a pas le temps d'expliquer, une innovation n'a pas le droit de séparer comme ça le côté noble du progrès. Une innovation, c'est une innovation. Et c'est à nous de savoir si cette innovation va dans le sens de la vie, de déployer la diversité ou pas. Il s'avère que si la technologie veut tellement du bien aux sourds, il est tout à fait possible de produire, comme ça se fait, des petits appareils qui permettent des interfaces entre le sourd et l'entendant sans pour autant écraser la singularité sourde. Si, vraiment, c'est ma conviction après des années de travailler en amitié avec la culture sourde, si vraiment on arrivait avec l'implant cochléaire précoce à éliminer la culture sourde, eh bien, ça sera une dimension de culture-diversité, pour dire comme ça, un mois. Ça serait une perte. Et vraiment, moi je pense qu'avec la technologie, il faut faire très attention parce que une nous présente certaines innovations, comme par hasard, ce qui coûte plus cher, ce qui permet de discipliner l'autre, il nous la présente comme des progrès. Par contre, être à l'écoute, alors là vraiment, de la culture sourde et développer des technologies qui permettent cette interface, c'est pas simplement pour le bien du sourd, c'est aussi pour que les entendants on ait accès à tout ce monde différent du nôtre, parce que je vous assure, comme ça rapidement, vous n'avez pas une idée de dans quelle dimension se balade un sourd qui est à côté de vous, qui est différent de la vôtre. Avoir accès à cet échange de diversité est une richesse. Discipliner le sourd vers la norme entendante est un appauvrissement. Alors, par rapport au monde digital, par rapport au monde des grandes innovations fantastiques qu'aujourd'hui on a la capacité de faire, il faut se méfier. Il ne faut pas s'endormir. Il faut effectivement savoir qu'il faut orienter l'innovation vers l'émancipation des gens, je ne dis pas l'autonomie, non, l'émancipation, ou vers la soumission. Alors, par rapport à ça, voilà, c'est-à-dire, c'est effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être après, par rapport à cette idée d'autonomie autoritaire, revenir là-dessus. Mais voilà, par rapport à la question de Marie sur la haute technologie, je pense qu'il faut être vigilant parce que il faut
qui soit à notre demande et non pas à la demande de la grande industrie qui Oui. a d'autres besoins et désirs que nous. Hmm. Merci Miguel, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, je propose à tous les intervenants de rallumer leur vidéo. Et probablement, j'ai peut-être aussi encore fait des interventions un peu brutales de couper les vidéos et que peut-être qu'il faudra que la technique réactive. Voilà. Et donc, je ne sais pas, soit il y a des questions déjà dans le chat, soit il y a des questions qui peuvent venir là. Et donc oui, je suis désolée par rapport au déroulé qu'on avait prévu au départ, mesdames. Je vous laisserai le mot de la fin et vous pourrez choisir si vous avez un message important à faire partager. Est-ce qu'il y a eu des questions au fil de l'eau? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Vous pouvez soit mettre dans le chat, soit vous avez une option de lever la main normalement. Ah, oui, activez votre micro, monsieur. Oui, je voulais juste préciser que je viens de mettre dans le chat un lien pour l'évaluation. Je ne sais qu'on n'en est pas encore arrivé là, mais au cas où il y a des gens qui partent un petit peu avant parce qu'ils ont des impératifs, au moins ils auront ce lien sur l'évaluation. C'est important pour nous d'avoir votre retour. Donc voilà, c'était juste, et je m'arrête là pour que le webinaire continue avec la suite. Merci à vous. Donc, c'était Olivier, également membre de Grandir. Et donc, vous avez normalement le lien que vous recevrez par mail après. Mais si vous pouvez prendre le temps là, alors soit en nous écoutant directement, soit juste au moment de fermer la vidéo, de remplir, c'est vraiment très, très utile et apprécié à la fois voilà, pour intégrer et puis pour valoriser tout le travail qui a été fait. Euh, Peut-être, du coup, je peux voilà, rebondir voilà, n'hésitez pas hein, à lever la main ou à nous interrompre s'il y a des questions. Mais ce que disait un peu Miguel sur la technologie, pourquoi, comment et avec vigilance, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de l'argent, je crois que vous aviez commencé aussi en donnant du liquide, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas et au final, là, la carte bancaire sans contact qui fait quelque part une limite par paiement automatique, ça vous offre une sécurité, une option en fait. Comment est-ce que vous arbitrez ça entre... et puis peut-être après, je ne sais plus qui, c'était Cécile par rapport à la dépendance aux écrans aussi. Peut-être que vous pouvez réagir ça sur comment est-ce que vous avez arbitré, donc l'une ou l'autre, si vous avez envie de réagir, comment vous avez arbitré Cécile avec votre fils sur comment l'autonomiser, sur se rendre compte de à quel point la technologie pouvait prendre de la place pour lui et qu'il soit voilà, en capacité de s'auto-réguler peut-être. Oui, alors en fait, au départ, j'ai mis des contrôles parentaux un peu partout. J'ai assisté à des conférences, on nous parlait de contrôle parental, etc. Donc voilà, j'expérimente, je teste, je vois ce qui fonctionne pas. Et franchement, le contrôle parental, moi, ça n'a pas fonctionné. Et parce qu'en fait, il était sans cesse en train de demander de lui rajouter du temps. Et je trouvais qu'en prenant de l'âge, là on parlait d'autonomie tout à l'heure, finalement ça le rendait dépendant encore plus de moi, à être tout le temps en train de quémander du temps supplémentaire, alors que moi je voulais juste qu'il prenne conscience, enfin ne pas être dans l'interdiction, mais plutôt dans la prise de conscience et que voilà, il gère lui-même. Et donc, pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux, il est chez son papa. Et là, j'enlevais toujours le contrôle parental parce que sinon, il pouvait m'appeler sans exagérer jusqu'à 30 fois, en fait, par jour. Et quand il est revenu, là, la dernière fois, les dernières vacances, il est revenu de chez son papa. Je lui ai demandé de regarder sur Google. En fait, on peut regarder le temps qu'on passe. D'ailleurs, on peut le faire nous aussi hein, en tant que parents parce qu'on peut être surpris du temps qu'on passe sur les écrans. Et là, il a vu, ah oui, j'ai passé 10 heures. Il passait entre 8 heures et 10 heures par jour sur son téléphone. Et là, il me dit, ah oui, quand même, ça fait beaucoup. J'ai dit, oui, ça fait beaucoup. Donc, on s'est mis d'accord tous les deux, où en fait, on a enlevé le contrôle parental, c'est lui qui gère, mais en fin de journée, de lui-même, en fait, il doit consulter le temps qu'il a passé. Et maintenant, c'est lui qui vient me voir pour me dire, t'as vu, maman, j'ai passé que 3 heures aujourd'hui sur mon téléphone. Je trouve que ça fait encore un peu beaucoup, mais
je trouve que dans la démarche, quand on parle d'autonomie, bah, moi, j'étais ravie de me dire, ah, mais c'est génial parce que voilà, il est en train de prendre conscience de ça. Donc, et puis en même temps, bah, je trouve que les écrans, ça a aussi du bon parce que tout à l'heure, je parlais de problèmes de socialisation. Eh bien, grâce aux réseaux sociaux, quand même, avec toutes les vigilances qu'on peut mettre, enfin toutes les mises en garde qu'il peut y avoir autour, ça lui permet quand même d'être en contact avec d'autres. Et moi, quand je l'entends jouer à, je ne vais pas citer le jeu, mais voilà, un jeu en réseau où je l'entends communiquer avec d'autres, parfois pas toujours de la bonne manière. Et d'ailleurs, il s'est fait exclure de groupe comme ça. Et après, il m'en parle. Il me dit, ouais, je me suis fait exclure. Je dis, ouais, mais Gabin, comme... je lui dis pas que j'ai entendu, mais j'ai comment t'as parlé avec l'autre, etc. Donc, il prend conscience aussi de certaines choses. Donc, il faut rester vigilant, je pense, en tant que parent, mais on peut, faut pas tout interdire autour des écrans. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui se passent aussi. Super, merci beaucoup, Cécile. Je peux prendre le relais pour l'argent, mais en fait, on a essayé également. En fait, on a voilà, fonctionné par démarche et essai. Et Mathéo, dès qu'il avait de l'espèce sur lui, du liquide, en fait, il donne aux personnes qui sont dans la rue. Mais ça peut être 20 euros, ça peut être plus, ça peut être moins. Dès qu'il a de l'argent et qu'il voit quelqu'un qui est dans la rue et voilà, qui a pas de quoi manger ou avoir un toit, ben Mathéo, il donne systématiquement tout ce qu'il a sur lui au niveau de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on s'est décidé à la carte bancaire qu'il a en libre service. Par contre, il n'a pas non plus les comptes, quoi, sa carte sur son téléphone parce que ça limite aussi le montant. Mathéo n'a aucune valeur de l'argent. Et quand il finit de travailler, hein, Mathéo est serveur dans le restaurant qu'on a créé, eh bien, il va toujours chez Japanim, il est passionné par le Japon, et il peut revenir avec un katana à 49,90 €. Donc la limite à 50 € nous aide beaucoup. Mais voilà, il gagne son argent, on le laisse voilà, dépenser, puis quand il n'en a plus, il lui en dit, bah, Mathéo, tu as vu, tu n'as plus d'argent, et voilà, on fonctionne comme ça. On le laisse assez libre. Ouais. Voilà. N'hésitez pas, hein, toujours dans le chat à poser vos questions si vous en avez à nos différentes intervenantes, intervenants. Peut-être Isabelle, qu'est-ce que vous avez, vous, comme ressources qui en ce moment peut-être vous tiennent à cœur ou vous semblent intéressantes à partager? Bah, l'idée, c'est autant tout à l'heure, je pouvais dire que c'était effectivement de respecter les projets qui se dirigent sur des expériences extérieures. Autant par contre, ce qui est très difficile, c'est de respecter son choix d'enfermement. C'est-à-dire qu'il peut rester des journées entières enfermé dans sa chambre et ben, c'est respecter son choix. Mais du coup, c'est difficile ça pour moi. C'est nos représentations. Il a beau m'expliquer que ben, il se sent bien, qu'il n'y a pas de sollicitation. Hein. Il a aussi beaucoup de photophobie, etc. Donc, il peut être quasiment dans le noir. Enfin, voilà. Et moi, j'associe toujours ces périodes-là à des périodes où il va pas bien et qui m'inquiètent. Et il peut aujourd'hui exprimer, parce que c'était pas toujours le cas, que non, non, ce sont des périodes où il va bien, il n'a pas besoin toujours. Voilà. Donc je me dis, de toute façon, s'il était tout seul, je le verrais pas s'il passait son temps enfermé. C'est aussi à moi de respecter ça. Et honnêtement, ça, pour le coup, c'est un choix qui est beaucoup plus compliqué pour moi à respecter. Et cette dépendance aux écrans, ben, elle existe aussi. Et il en fait une bonne analyse parce qu'il sait aussi analyser que ben, il y a des moments, ça le met dans des états pas possibles et qu'il faut pas. Alors, aussi bien dans des jeux que dans la recherche aussi des informations. Hein. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la recherche des informations et il arrive aujourd'hui à s'apercevoir que ça l'envahit, qu'il est envahi par les écrans, par tout ce qu'il va y chercher, mais il commence à demander de l'aide. Alors là, pour le coup, avec la neuropsycho qui le suit, pour savoir se stopper. Parce que même s'il se sent envahi, il n'a pas le réflexe de s'arrêter. C'est pas, voilà, il continue quand même. Donc, il est en train de travailler ça, voilà, à son rythme.
Mais de toute façon, par l'expérience, on sait bien que même si on veut aller plus vite, on n'avancera pas plus vite. Donc, c'est plutôt très positif que les choses s'engagent. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Merci, Isabelle. Peut-être, Catel, vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez vécu dans plusieurs pays et que probablement la culture autour de la fragilité, si on essaye de reprendre un peu ce que nous a proposé Miguel tout à l'heure, s'exprimait différemment. Qu'est-ce que vous avez comme apport à nous apporter là-dessus, apprentissage que vous avez eu, vous, dans vos observations? Alors, moi, j'ai vécu un certain nombre d'années en Polynésie. Euh, Là, c'était un choc parce que j'ai l'impression d'avoir vécu la situation inverse de ce que je vis actuellement avec mes enfants en France. C'est-à-dire que les enfants avec un handicap intellectuel ou psychique étaient beaucoup plus, avaient plus de possibilités en fait d'activités, de sorties, que des enfants avec des handicaps moteurs. Où là, on ne les montrait pas. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois sur place, je me suis dit, tiens, c'est incroyable quand même, en Polynésie, il n'y a pas d'handicapés, quoi. Ça n'existe pas. Et puis bon, j'ai cofondé une asso là-bas de défense et d'entraide des personnes amputées. Et donc, j'ai pu rencontrer des familles et les deux médecins qui dirigent le centre de rééducation fonctionnelle et qui m'ont dit, bah, c'est vrai que le handicap moteur, on ne le montre pas. Enfin, c'est très enfin, surtout pour les hommes ou pour les familles, c'est un échec en fait d'avoir un enfant en situation de handicap. Et les hommes handicapés, l'homme doit être fort en fait dans cette culture. Donc, il préfère rester chez lui ou voilà, il veut pas qu'on le voit en situation de vulnérabilité. Et comme, enfin, c'est très, comment dire, ils sont très croyants en fait, que ce soit enfin, catholique ou protestant. Enfin, à un point où moi, on m'appelait la Vierge Marie parce que j'avais adopté des enfants. En fait, c'est bien ce que vous faites, donc c'est très compliqué d'expliquer que non, pas du tout. C'est eux qui me font du bien, mes enfants. Mais du coup, les personnes avec un handicap intellectuel sont un petit peu béatifiées, quoi. Donc c'était assez étrange. Et puis il y a les États-Unis. Aux États-Unis, bah, on est comme on est. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Qu'on soit en situation de handicap ou pas, on est pris de la même façon qu'une personne valide en fait. Y a pas, on ne ressent pas cette différence. Il n'y a pas il y a pas ce jugement de valeur en fait par rapport à la personne en situation de handicap. Voilà. Super, merci. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être aux personnes qui sont là, des professionnels de l'accompagnement ou des personnes concernées, des parents ou des personnes concernées? Alors, à vous tous, parents d'enfants en situation de handicap qui avaient une expertise, pensez à la pérédance. Euh, Moi, j'ai un DU en pérédance et j'ai travaillé, mon travail pour obtenir ce DU, j'ai choisi de travailler sur la posture en pérédance. Donc, je ne crois pas aux conseils tout faits, aux dogmes. On a tout à inventer, en fait. Chaque famille a tout à inventer. Et en fonction de qui elle est, de ce qu'elle a envie de faire, de son environnement, de sa culture familiale. Et je crois vraiment en l'accompagnement. On sait que le handicap, ça tue les couples. Euh, mais ça peut aussi tuer tout court. Enfin, il y a aussi des femmes qui n'en peuvent plus et qui arrivent on arrive à des situations extrêmes où l'enfant est en danger, où la mère se met en danger parce qu'elle n'en peut plus. Donc, il faut vraiment se faire accompagner. Et il y a plein de personnes qui peuvent le faire, qui sont bienveillantes et qui sont compétentes. Il faut les trouver. J'ai envie de dire, ne pas continuer avec un professionnel qui comprend rien et qui nous juge. Alors moi, j'ai vécu aussi la, le signalement pour non-accompagnement de mon fils autiste parce que j'ai refusé les antipsychotiques. Donc voilà, ça peut être très complexe, hein. Et surtout qu'à l'époque, on vivait en yourte, hein. Donc on était vraiment en situation de fragilité par rapport à à nos choix de vie.
Mais voilà, ça peut être un professionnel, ça peut être la famille, hein, ça peut être des amis, et puis des pairs hein, qui comprennent la situation et qui peuvent accompagner, mais sans transposer leur situation, qui ont le recul pour ne pas transposer leur situation et donner les bons conseils qui en fait sont jamais bons quand on n'écoute pas l'autre. Mm. Et donc là, quand vous dites des pairs qui peuvent accompagner, c'est les pairs PAIR, donc des gens aussi concernés qui ont voilà, une autre situation, mais en tout cas qui ont, voilà, et qui ont, comme vous le dites bien, Catel, travaillé la posture. Et effectivement, vous parliez quand même, parce qu'à un moment donné, vous parliez des mères et donc bah, très souvent aussi des pères. Peut-être, est-ce que quelqu'un a envie de compléter là-dessus? Peut-être, Miguel, on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est quelque chose sur bah, la différence de genre ou de posture en tant que mère ou en tant que père? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Et puis, toute autre personne, si vous avez envie de renchérir là-dessus. Non, Parce que moi je voulais faire là, aujourd'hui, il y a des mères. je vais faire une petite intervention parce que je dois malheureusement vous quitter. Moi, je voulais dire, au-delà de tout idéalisme, parce que vraiment, je sais pas que je regarde de loin le monde de la fragilité. Je veux dire qu'il y a des situations dans la vie dans lesquelles on n'a pas la possibilité de la médiocrité, non? C'est-à-dire, soit on passe vers le haut, soit on est écrasé, non? Ce sont des défis dans la vie. Alors, ces défis dans la vie, effectivement, pas tout le monde est capable de l'assumer tout seul. C'est pour ça que des associations comme Grandir et d'autres associations sont très importantes, des associations dans lesquelles on ne délègue pas notre autorité, notre pouvoir aux sachants en blouse blanche. Nous devons être des aidants, mais vraiment, on doit être des aidants, nous. Parce que dans ces situations-là, vraiment, bah, voilà, c'est-à-dire, c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de vivre dans une médiocrité tranquille. Soit on est écrasé, soit on invente une vie. Or, cette invention d'une vie, eh bien, c'est quelque chose dont, paradoxalement, dans notre société qui est de plus en plus normée, les gens fonctionnent, ils existent de moins en moins, ils fonctionnent de plus en plus. Paradoxalement, peut-être les gens qui ont des défis, moi j'ai eu des défis énormes dans ma vie, je sais de quoi je parle, eh bien, les gens qui ont des défis, eh bien, on devient ce qu'on a la possibilité d'exister, vous voyez. Pourquoi? Parce que comme on dysfonctionne, vous voyez, on ne peut pas fonctionner dans la norme. On est obligé d'exister ou d'être écrasé. Et vraiment, je vous assure que je parle pas du tout en dehors des épreuves, eh bien, vraiment, la possibilité, du coup, de ne pas fonctionner dans la norme est un défi fantastique. Mais je répète, ces défis-là, c'est pas qu'on va, chaque famille doit avoir le courage d'aller vivre en yourte ou de faire inventer la vie d'une façon ou d'une autre. Ça se joue ensemble, dans des associations, dans des solidarités. Parce que l'idée d'autonomie, la idée pourrie d'autonomie, n'est-ce pas, qui vise à qu'on soit tous des individus, eh bien, c'est celle justement qu'il faut refuser et dire personne n'est un individu. Juste comme ça, avant de m'en aller, par exemple, on parle des écrans, n'est-ce pas? Les écrans, comme vous avez dit, madame, bah, on est tous dans la même barque, c'est-à-dire c'est ridicule de dire tu as un problème de dépendance aux écrans. Parce que qui peut dire tu as un problème de dépendance aux écrans dans notre société? Donc, on a un problème de dépendance aux écrans et on voit comment on peut inventer des choses ensemble. Quand on a des défis comme ceux que nous avons, que vous avez, eh bien, on est heureusement condamné à inventer la vie qui va avec, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre une vie tout fait clé sous main. Je vous remercie, je vous dis à l'association à la prochaine et comme ils disent mes amis, bravo. À la Merci beaucoup, prochaine. Miguel. Au plaisir d'une prochaine fois. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Peut-être, Myriam, c'est un moment où tu peux parler bah, de ce lien-là, voilà, ce qu'on a identifié Par un peu. rapport Oui, c'est au ça. prochain thème du webinaire, vous avez pu constater peut-être qu'il y a essentiellement des mamans
ce soir. Et puis également dans nos ateliers d'écriture, on a eu beaucoup plus de facilité sur ce thème de la parentalité à être reliés avec des mamans. C'est les mamans qui se sont proposées pour participer. Nous, on est en recherche du coup pour le prochain webinaire. On s'est interrogé sur la place des papas. Où sont les papas? Et du coup, on fait un appel à témoignages. Donc, si vous avez envie de témoigner de votre place de père auprès de votre enfant, nous vous invitons à nous contacter, à contacter l'association Grandir d'un monde à l'autre, afin qu'on puisse mettre en place petit à petit ce webinaire pour une prochaine fois, pour une prochaine rencontre. La date n'est pas encore posée. Et donc peut-être qu'il y aura quelqu'un qui peut mettre le mail à qui envoyer. Tout à fait. Peut-être vous avez un contact à Grandir, non? Je ne sais pas. On va le mettre dans le chat, comme ça vous pourrez directement voilà, faire passer, relayer à des pères dans le jus, à des pères a posteriori, à des pères, voilà. Et peut-être aussi, parce que probablement, c'est pas toujours facile, eux, de les faire parler, des mères concernées ou des professionnels qui ont un regard là-dessus. Voilà. Et que vous vous considériez comme un super papa ou comme Oui, un papa un peu approximatif, c'est pas grave, venez et puis on en discutera. Est-ce que du coup, oui, il y a encore une question de Monsieur Olivier. Non, c'était pour compléter notre recherche. Là, c'est vrai que pourtant, moi, je suis papa et j'ai jamais eu cette idée de webinaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais au-delà des témoignages, on va nous mener aussi quelques recherches par rapport à ça. Mais si vous avez déjà été curieuse et curieux sur des recherches qui peuvent exister déjà, sur des études, pour s'inspirer aussi de la science, en fait, de sociologie, voilà, des études quelconques. Ça peut aussi nous aiguiller pour travailler cette question-là et trouver aussi des intervenants un peu sous le format de personnes qui ne sont pas concernées directement, intimement par la situation, mais qui ont réfléchi à ça, comme par exemple Miguel Benasserac sur cette thématique-là. Bien, on est aussi assez preneur. Et comme il a beaucoup parlé de la question de faire ensemble, bah, voilà, c'est aussi une proposition de mettre ça en pratique. Merci. Merci Olivier. Voilà, s'il n'y a pas de questions, enfin vraiment, c'est encore le temps. Il y a déjà des contributions, je vois dans le chat, super. Donc on nous parle de l'auteur de Bédier, Fabien Toulmé. Tout à fait. C'est super. Bonne référence. Peut-être je vais vous proposer chacune un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez eu envie de parler et où ça ne s'est pas trouvé pour l'instant, en quelques phrases. Voilà, commence qui veut, qui a l'élan. Cécile, Patricia, Isabelle, Véronique, Athèle. Moi, je veux bien juste dire un petit mot, c'est que je pense que là, Miguel parlait de solidarité, d'être ensemble, de faire ensemble, et que quand dans la vie, quelle que soit la vie qu'on a, quelle que soit son histoire et tout ça, de pas rester tout seul, c'est vraiment quelque chose de très important et de se rapprocher voilà, d'une association, d'aller rencontrer un professionnel, d'aller rencontrer d'autres parents, voilà, de pas hésiter quand on est. Il y a un papa un jour qui m'a dit, il avait pourtant bien du mal à parler et en partant, il m'a dit, ah, quand même, de parler, ça allège un peu. Ça n'avait pas changé la face de sa vie, mais ça allège un peu. Il était reparti un petit peu plus léger. Donc, je crois que c'est vraiment très, très important. En tout cas, merci à chacune et à chacun. Moi, j'ai beaucoup appris ce soir. Merci beaucoup. Merci Véronique, merci de votre présence. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Véronique et il ne faut pas se laisser dire qu'on est de mauvais parents, en fait, ou se persuader soi qu'on est de mauvais parents. Ce sont les autres qui, voilà, par rapport à ce que disait tout à l'heure, j'ai oublié son nom, Miguel. Miguel, voilà.
euh, la manière dont nous, on va voir les choses, enfin, dont les autres personnes vont voir les choses, que ce soit un voisin, un membre de la famille, un membre de l'équipe éducative, un professionnel du paramédical. Voilà, ben, il va avoir sa vision des choses, mais nous, on sait ce qu'on vit avec nos enfants et il faut se faire confiance et voilà, et se faire aider et discuter avec d'autres. On n'est pas seul. Et je trouve que de partager avec d'autres, eh bien, ça permet de se rassurer et de s'armer aussi, puis d'être à même de continuer le combat, parce que je trouve quand même que le terme combat, il est assez bien choisi à certaines périodes ou à certains moments. Et voilà, on n'est pas seul. Il ne faut pas rester seul. Et on n'est pas seul. Merci Cécile. Merci beaucoup. Oui, moi je rebondis sur ce que vous venez de dire. Moi, quand je rencontre des familles, je leur dis toujours, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais vraiment croyez en votre enfant et croyez en vous. Et c'est vraiment le message que je fais passer à toutes les familles que je peux rencontrer au niveau professionnel et personnel. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour ce webinaire. Merci beaucoup, Patricia. Pour compléter, moi, je dirais il faut arrêter avec les injonctions. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais déjà dans un milieu un peu alternatif euh, avant que mes enfants arrivent. Et finalement, j'étais déjà avec des personnes différentes, parfois marginalisées. Et donc, je savais que bah, la vie était possible au-delà de papa, maman, comment le monospace, le pavillon, et puis les enfants qui font des études et qui trouvent un boulot. Enfin, voilà quoi. Et mes enfants auront, de toute façon, aucun de mes enfants n'a un parcours classique, mais c'est pas grave. Ils vont quand même trouver une place dans leur vie. Et puis, bah, voilà, en tant que parents, on est là pour les accompagner. Mais c'est pas catastrophique que mes enfants n'aient pas leur bac et fassent pas des études derrière, en fait. Ils ont quand même une place dans la société. Moi, je me bats plus pour ça, pour qu'ils soient acceptés comme ils sont, plutôt que de les faire coller au schéma classique. Merci beaucoup, Catel. Merci. Moi, je veux bien aussi intervenir en disant que ben, aujourd'hui, je lui dis, je le remercie, mon fils, de m'avoir donné autant de résilience au final. Je pense que si je n'avais pas eu cette expérience avec lui, je serais pas là déjà et ce serait dommage. Mais, euh, mais c'est vraiment une richesse. Ça a beau être des épreuves, mais dans la vie, on est tous confrontés à des épreuves. Mais il m'a fait un beau cadeau effectivement de résilience, quoi. Et c'est vrai que on parle des professionnels. Je pense qu'il faut aussi effectivement s'allier des gens en qui on sent une écoute et avec qui on se sent bien, en fait, hein, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient père aidant. Moi, j'ai aussi cette, ce projet de faire cette formation de père aidance parce que ben, on sait que cette écoute, elle est essentielle, quoi. Et c'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Après, chacun construit son chemin avec ses rencontres et c'est vrai que il faut, euh, il faut être fier de ça, en fait. Au-delà de ne pas culpabiliser, je pense qu'il faut vraiment en être fier. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à Petit vous. rappel avant de conclure du lien du formulaire d'évaluation qui a été remis dans le chat. Si vous avez voilà, quelques minutes, c'est vraiment 3 minutes à y consacrer. Et puis peut-être bah, vous proposer, moi ce que j'ai entendu, c'est, et puis peut-être Myriam, tu voudras le mot de la fin, mais dans ces expériences individuelles cumulées, en fait, le fait de les partager, parce qu'effectivement, à chaque fois, nous, chacun dans son parcours, on ne voit que ce qu'on vit. Et donc, de fait de dire, ah, en fait, de se reconnaître, de dire, ah, cet endroit-là, ah, mais en fait, le médecin m'a dit telle chose, l'école m'a dit telle chose, les ESS, etc. Et de dire, ah, en fait, c'est une prise de conscience que c'est des sujets, en fait, qui ne sont pas que de notre responsabilité, mais qui sont effectivement
systémiques, sociétaux, collectifs. Et je pense que c'est très émancipateur au final, comme un peu on a parlé du titre, enfin parlé du sujet aujourd'hui, il y avait de l'émancipation, la protection, l'autorité, mais c'est aussi du coup c'est émancipateur pour soi de se dire cette soirée-là, on a partagé, on prend en compte le fait que ça n'est pas que, ça, c'est pas moi qui ai merdé, quoi, si je résume. C'est la société qui ne sait pas répondre. Et c'est pas un problème à moi, individuel, de moi, de mon enfant. C'est vraiment la construction sociale. Ça ne veut pas dire que ça donne réponse, mais en tout cas, ça permet de voilà, mettre son énergie sans doute au bon endroit. Oui, Olivier, tu voulais... Oui, et pour rebondir par rapport à ce que tu dis là, en fait, je pense que c'est aussi intéressant de s'outiller, en fait, d'aller voir des concepts, notamment celui qui s'appelle le MDH-PPH, comme ça peut paraître un peu rebutant, mais c'est le modèle de développement humain, processus de production du handicap. C'est un modèle conceptuel qui a été réalisé par le Réseau international de processus de handicap à Québec et qui analyse comment la question du handicap n'est pas de la responsabilité de la personne qui a un handicap, mais comment justement l'environnement, à un niveau micro, à un niveau méso, à un niveau macro, met en place tout un tas de processus pour rendre une situation handicapante. Du coup, au-delà de ça, il y a aussi toute une méthodologie sur la question des habitudes de vie, sur la question de la prise en compte des habitudes de vie, qui est beaucoup liée à ce qu'on a un petit peu entendu aussi à travers vos témoignages sur la question de l'autodétermination. Et je pense que en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que personne en général, c'est vraiment très intéressant d'aller voir un petit peu de ce côté des concepts parce que ça permet, un, de déculpabiliser, deux, de comprendre en fait et de prendre de la distance par rapport à des situations qui parfois sont fort difficiles. Donc oui, c'est le MDH-PPH, donc modèle de développement humain, processus de production du handicap. Et vous pouvez trouver des informations, j'imagine qu'on pourra mettre un lien dans le petit message qui partira après, sur le RIPPH, je crois que c'est le réseau international du Ouais. processus. Je vais mettre deux liens Trop pour fort. Et on a même une vidéo alors, du collectif TK, vous avez vu qu'il y avait quelques incursions, d'une interview d'une des personnes qui a développé ça sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez aussi, si vous êtes moins lecture, vous plonger dans l'écoute de quelqu'un qui vous expliquera aussi un peu sur ce que vous a dit Olivier. Euh, Peut-être, et du coup pour conclure, j'ai l'impression que Mariam n'est pas partante pour conclure. Euh, Moi, j'ai déjà eu la chance d'animer le webinaire, enfin la conférence, la visioconférence avec Grandir l'année dernière. C'était autour de la parentalité aussi, mais plutôt du devenir parent. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et en fait, moi, personnellement, ce que j'en avais retiré comme conclusion, et du coup qui ne fait que se renforcer cette année, c'est que voilà, qu'on parle de parentalité de personnes en situation de handicap. En fait, on parle de parentalité, les questions sont les mêmes, les situations, les difficultés, l'intensité, l'adversité, comme le disait Miguel tout à l'heure, n'est pas du tout la même. Mais en fait, les questions sont les mêmes. Donc voilà, pour moi, ça ne fait que renforcer ça. Voilà. Et donc, voilà, je suis assez fière aussi d'avoir une parentalité avec exhausteur de fragilité et d'émancipation. Bien, eh bien, je vous propose encore un grand merci à toutes nos intervenantes, Catel Robert, Véronique Dervaux, Patricia Abélard, Isabelle Anache et Cécile Gégard et Miguel Benassayag pour ce moment passé ensemble. Et il est pile 20 heures. Je dois dire que c'est pas mal quand même, hein. On a rempli le contrat. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.